it's time to sum up, and allow me to do it in French. It's an opportunity to repeat what has been already said, but in another language, so you will have the impression that it's not a repetition. But actually, so that first, merci, pardon. Merci d'abord au Conseil scientifique de l'AMF pour avoir organisé ce colloque. Merci Christian, président du Conseil scientifique. Merci à Patrice et à Thierry d'avoir animé ces deux tables rondes. Soyons clairs, tout cela montre que la réglementation des cryptoactifs se cherche, et pour tout dire que cette réglementation est en retard sur le phénomène. On hésite encore, et ça a été assez clair, entre une approche restrictive et une approche plus ouverte. L'approche restrictive, c'est considérer que la crypto-finance est fondamentalement une finance de contournement de la réglementation. Les jetons à vocation de simples instruments d'échange seraient fondamentalement des supports de blanchiment, de financement d'activités criminelles. Les autres jetons seraient des moyens d'échapper au fardeau réglementaire qui accompagne les instruments financiers, prospectus et MIFID dans l'Union européenne. Je crois qu'il faut, je ne résiste pas à citer le président de la SEC, parce que la SEC a une position extraordinairement claire sur ces sujets-là. Now, let me quote him. While there are cryptocurrencies that do not appear to be securities, simply calling something a currency or a currency-based product does not mean that it is not a security. To this point, I would note that many products labeled as cryptocurrencies or related assets are increasingly being promoted as investment opportunities that rely on the efforts of others, while with their utility as an efficient medium for commercial exchange being a distinct secondary characteristic. Certain market professionals have attempted to highlight the utility or voucher-like characteristics of their proposed ICOs in an effort to claim that the proposed tokens or coins are not securities. Many of these assertions that the federal securities law do not apply to a particular ICO appear to elevate form over substance. The rise of these form-based arguments is a disturbing trend that deprives investors of mandatory protections that clearly are required as a result of the structure of the transaction. Merely calling a token a utility token or structuring it to provide some utility does not prevent a token from being a security. C'est très clair. Dans une approche plus ouverte, on essaye d'encadrer le phénomène avec des exigences de transparence, tant dans les caractéristiques des émissions que dans les opérations sur le marché secondaire, exigences qui tiennent compte des caractéristiques inhérentes à ces produits et à la technologie des registres distribués qui les nourrissent. C'est, vous l'avez compris, la démarche que l'autorité des marchés financiers préconise. J'y reviendrai brièvement. Il faut être clair, le statu quo n'est pas une option, car l'essor des cryptoactifs recèle des dangers multiples, mais il pose des questions légitimes et je crois qu'il est irrépressible. L'essor des cryptoactifs recèle des dangers multiples, ils ont été mentionnés. Comme beaucoup de produits vendus via Internet, ils attirent les escrocs avec des plateformes fantômes, des projets sans réalité, des publicités mensongères. On observe des white papers sans consistance, des montages toxiques type options binaires ou CFD, des marchés secondaires opaques propices aux abus de marché, des vols de crypto-assets dans les wallets mal protégés, etc. Mais l'essor des cryptoactifs répond à des questions légitimes et il est irrépressible. Des questions légitimes sur le coût de certaines opérations financières, les transferts, les appels publics à l'épargne, coûts qui sont trop élevés et avec des temps d'exécution qui sont trop lents. Des marchés traditionnels qui restent trop fragmentés et ne permettent pas à des entreprises non établies de toucher une cible mondiale. Ils ouvrent aussi peu, ces marchés financiers, la possibilité de financer des projets à un stade précoce de leur mise en œuvre ou de financer le développement d'un service ou d'un produit
par ses potentiels futurs utilisateurs. Et cet essor est probablement irrépressible au-delà même de la réponse qu'il apporte à des questions légitimes. En effet, il y a une très forte porosité avec la finance traditionnelle. Et cette porosité s'exerce par deux canaux. D'abord par le canal de la technologie. La technologie des registres distribués et la cryptologie avancée sont des outils dans lesquels investissent les intermédiaires financiers traditionnels. Ça vient d'être rappelé par Philippe Olivier. Et également par les infrastructures de marché afin d'améliorer les services rendus et de réduire les coûts d'intermédiation. Ensuite, par le premier canal, la technologie, qui est commune à la finance traditionnelle finalement et à cette nouvelle finance, et ensuite par le canal de l'ingénierie financière avec le développement de marchés dérivés organisés. C'est de façon un peu étonnante le cas aux États-Unis. C'est la cotation de certificats trackers qui viennent d'être mentionnés tout à l'heure, tracker de la valeur de certains cryptoactifs cotés sur des bourses ayant pignon sur rue. C'est l'intégration de ces instruments dans des supports traditionnels de la gestion collective, banalisant ces produits et leur permettant de s'intégrer dans le cadre de la gestion traditionnelle. On peut penser que des effets accélérateurs de cet essor peuvent désormais intervenir à tout moment. Je n'ose imaginer si un géant du web comme Amazon décidait de diffuser des tokens propriétaires comme instrument de règlement alternatif dans son réseau. L'AMF préconise donc une approche d'encadrement fondée sur deux piliers équilibrés, un visa label optionnel pour les ICO, Benoît vient de les mentionner, qui respecterait certaines conditions, un statut pour les plateformes respectant certaines normes. Bref, un encadrement pour le marché primaire et un encadrement pour le marché secondaire. Je ne reviendrai pas sur le premier pilier. Benoît a dit quelques mots. Je l'ai détaillé auprès de la commission d'information de l'Assemblée nationale sur les monnaies virtuelles récemment. Vous pouvez je vous y renvoie si ça vous intéresse. Je voudrais dire juste un mot, revenir sur le caractère optionnel que nous préconisons, car c'est un sujet de débat assez fort et tout à fait légitime. Après tout, un prospectus, c'est obligatoire pour lever des fonds, au-delà d'un certain seuil. Pourquoi diable un visa sur une potentielle ICO ne serait-il pas obligatoire si l'émetteur est en France? Si l'émetteur est en France, c'est justement le point est là, c'est-à-dire que il ne nous a pas échappé que la France est un petit pays entouré d'autres pays. On a cité la Suisse. Eh bien, si vous voulez, si on le rend obligatoire, on peut très bien le faire depuis la Suisse. Ensuite, on dit mais je rends obligatoire à qui? Auprès de qui? Pour être commercialisé en France, mais soyons clairs, la commercialisation en France de ces produits, c'est une commercialisation avec des papiers en anglais qui ne sont pas spécifiquement à destination de la France. Donc, je crois qu'en l'attente d'une réglementation au minimum européenne que nous souhaitons, mais en attente de ça, je crois que le visa, dans mon esprit, doit rester optionnel, incitatif. Ça va être la meilleure approche. Le second pilier, c'est celui du marché secondaire, est particulièrement complexe par rapport au premier. On pourrait avoir tendance à développer un statut qui s'inspire dessus des établissements de monnaie électronique qui permettent d'assurer les diligences de la lutte contre le blanchiment, dont l'importance vient d'être rappelée, et qui a d'assurer une conservation des valeurs dans des conditions satisfaisantes. Le président de la SEC, je m'attache à l'exemple américain, est toujours très, très instructif, a été assez clair là-dessus lors d'une audition récente. Il soulignait le caractère non satisfaisant d'un dispositif qui serait uniquement fondé sur une approche de type établissement de paiement. Je le cite encore une fois. It appears that many of the US-based cryptocurrency trading platforms have elected to be regulated as money transmission services.
Traditionally, from an oversight perspective, these predominantly state-regulated payment services have not been subject to direct oversight of the SEC or the CFTC. Traditionally, from a function perspective, these money transfer services have not quoted prices or offered other services akin to securities, commodities, and currency exchanges. In short, the currently applicable regulatory framework for cryptocurrency trading was not designed with trading of the type we are witnessing in mind. As Chairman Giancarlo of the CFTC and I stated recently, we are open to exploring with Congress as well as with our federal and state colleagues whether increased federal regulation of cryptocurrency trading platforms is necessary or appropriate. We are also supportive of regulatory and policy efforts to bring clarity and fairness to this space. Ce second pilier devrait donc bien, dans notre esprit, consister en un marché secondaire organisé autour d'un statut spécifique pour les plateformes effectuant des transactions sur cryptoactifs, mais ce statut devrait intégrer des éléments communs avec le statut des établissements de monnaie électronique ou d'établissements de paiement et des éléments communs avec ceux des entreprises d'investissement et de leurs plateformes de négociation de titres afin d'apporter une sécurité aux investisseurs sur les mécanismes de formation des prix. Si on encadre l'activité, il faut en tirer les conséquences réglementaires pour les détenteurs d'actifs. Accepter ainsi que des ICO bénéficiant du visa de l'AMF soient éligibles à l'actif de certains fonds d'investissement alternatifs, en particulier ceux ouverts aux professionnels. Et il faut accepter, lorsqu'ils sont négociables sur des plateformes réglementées, qu'ils puissent figurer à l'actif de certains fonds d'investissement alternatifs, également ouverts aux investisseurs non professionnels. Ces évolutions sont nécessaires. L'exemple des pays qui ont été en avance sur la diffusion de ces technologies avec les exsècles qui l'ont accompagné montre que ces évolutions réglementaires sont urgentes pour permettre à l'écosystème de la blockchain de se développer dans un cercle vertueux de confiance. L'idéal serait à l'évidence qu'un tel cadre se mette en place au niveau international ou au moins européen, mais quand on observe les degrés de maturité bien différents d'un pays à l'autre, comme il a été évoqué tout à l'heure dans la table ronde, eh bien, il ne faut pas attendre cette harmonisation européenne ou internationale. La France n'est pas la seule à être dynamique dans ce domaine. Même dans l'Union européenne, la Suède est un bon exemple de pays ouverts à ces innovations. Il est souhaitable que nous avancions sans attendre pour encadrer la tokenisation de la finance. Merci beaucoup.